suis pas un utopiste, donc je n'arrive pas avec un super plan avec toutes les réformes. Alors on fait la Constitution, puis on fait ci, puis on fait ça. C'est juste pas possible, ça ne peut pas marcher. Et donc, moi, j'ai 3-4 très grandes réformes, très dures, sur lesquelles je travaille depuis longtemps dans le cadre du think tank que je propose, qui sont mes éléments vraiment phares. Et je pense qu'on peut les faire dans le cadre de la Ve République. Bonjour à tous et bienvenue sur OVA+. Nous sommes avec Gaspard Koenig, fondateur du think tank libéral Génération Libre et candidat à l'élection présidentielle. Donc ma première question sera posée par mon collègue Nicolas Clément. Alors oui, la première question elle est assez évidente. Comment en êtes-vous venu à vous présenter à l'élection présidentielle de 2022 ? C'est vrai qu'on ne vous y attendait pas du tout. On a l'habitude de vous voir comme un intellectuel, un penseur, un commentateur de l'actualité. Et là, d'un coup, vous vous lancez en politique. Comment vous en êtes arrivé à là ? D'abord, je ne pense pas à ça en me rasant depuis des années. L'élection même du président de la République au suffrage universel est quelque chose que je conteste dans son principe. Ce n'est pas une élection qui me fait rêver. Mais simplement, si on veut créer un mouvement politique en France, on n'a pas, en l'état actuel de la situation, il faut jouer avec les règles du jeu. Il n'y a pas mille moyens de le faire. Il faut participer à cette élection qui reste la mère de toutes les élections dans ce pays, l'élection présidentielle. Quant à aller en politique, en fait, je ne vois pas tellement de différence par rapport à ce que je faisais avant. Je pense que quand on est philosophe, on se balade dans la cité, on réfléchit, on discute avec les gens, et puis à un moment donné, on fait des propositions, puis ces propositions, on les met aux voix. En fait, tout ça, c'est un continuum. Je pense que si on avait dit aux Athéniens, tiens, tu te lances en politique, ils auraient bien rigolé. Tous les citoyens faisaient de la politique, c'était normal. Et quand on est un citoyen engagé, qu'on défend un certain nombre d'idées, depuis quand même 10 ans, que ces idées ne sont pas franchement reprises par les grands partis au pouvoir, qui, selon moi, restent tous très jacobins, très verticaux dans leur vision de la société, c'est juste complètement naturel. Alors évidemment, dans le système français, c'est compliqué, puisque soit on est crédible pour porter la souveraineté nationale, soit tout seul, soit on n'est rien. Et c'est tout le problème de notre système présidentiel. Mais néanmoins, c'est... en plus, quelque chose que je fais maintenant avec beaucoup de plaisir. Ça fait quelques semaines que j'ai déclaré ma candidature. Ça s'est préparé depuis un an. On a fondé un parti, on a fait tout dans l'ordre, si je puis dire. Constituer une équipe, un programme, récolter des témoignages. Et seulement quand on a été prêt, c'est pour ça que c'est un peu tardif, je suis passé au stade de la candidature, mais je voulais bien préparer et pas faire ça dans le vide ex nihilo, avec 2-3 intellectuels en faisant une conférence de presse. On a fait d'abord un mouvement populaire, puis ensuite... candidature. Donc tout ça est très intéressant et intellectuellement, ça demande aussi, quand on parle des sujets d'actualité, de ne pas rester dans des considérations un peu abstraites. Donc auparavant, en tant qu'intellectuel, je pouvais me contenter de dire « ça c'est ridicule », puis de faire des propositions peut-être un peu exagérées. Et là, je suis obligé, parce que je vais être questionné de manière un peu plus précise, on va me dire « non, mais attendez, si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi ?» Et donc je suis obligé, en partant toujours de ma ligne doctrinale, classique, d'affiner davantage ma proposition, de la confronter encore davantage au réel. Et donc, quelque part, non seulement ce que je fais n'est pas tellement différent de ce que je faisais avant, mais c'est quelque part encore plus stimulant intellectuellement. Comment vous vous décririez idéologiquement ? Est-ce que vous pensez être le seul libéral aujourd'hui dans la France de 2022 ou dans les candidats ? Pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas forcément, peut-être décrire un petit peu d'où vous venez intellectuellement, etc. Je me réclame du libéralisme classique, français d'ailleurs, puisque c'est la France qui a largement inventé cette doctrine au XVIIIe siècle, que je regrette qu'elle ait totalement disparu du champ politique et du champ intellectuel de manière générale. C'est pour ça qu'il y a 10 ans, j'ai fondé un think tank, Génération Libre, qui avait pour but de réhabiliter et aussi de réactualiser le libéralisme en prenant à bras-le-cœur les sujets du XXIe siècle, en faisant évoluer la doctrine aussi, en sortant complètement du monétarisme et du néolibéralisme des années 80, on pourra en reparler, refonder un libéralisme plus davantage soucieux de l'individu, de son autonomie, y compris de sa capacité ou de sa possibilité de faire des erreurs, d'errer. Et donc un libéralisme qui se détache complètement de l'utilitarisme et de l'idée qu'il faut générer la société avec des technocrates pour que ça soit le plus efficient possible. Ce libéralisme, il est globalement au centre de l'échiquier politique. Tocqueville était siégé au centre-gauche, les formations libérales d'après-guerre étaient plutôt au centre-droit. Enfin, globalement, ça oscille entre le centre-gauche et le centre-droit.
C'est clairement plus à gauche que les souverainistes et plus à droite que les socialistes, donc ça tombe un peu entre les deux. Donc ces histoires de gauche et de droite ne me traumatisent pas trop. D'ailleurs, l'invention de la doctrine libérale des physiocrates précède la division entre la gauche et la droite, historiquement. Et le fil conducteur, c'est comment est-ce que j'organise la société pour donner le plus d'autonomie aux individus possible dans le choix de leurs valeurs, de leur vie. Alors pour ça, il y a un rôle, la collectivité a un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer. Je pense que les libéraux français ont inventé l'État à la Révolution française, inventé l'État moderne. Le rôle de cet État, c'est justement de donner à chacun les moyens d'être autonome par l'éducation, par éventuellement le financement, le revenu universel, quelque chose pour lequel je plaide depuis longtemps, on va y revenir. Enfin, tout ça, ça fait partie du même ensemble doctrinal. Donc il y a un rôle très actif, en fait, qui est dévolu à la société, mais toujours avec ce but de former des individus autonomes et libres, selon l'aspiration, il faut kantienne, l'aspiration des Lumières, d'être autonome par rapport à la parole du prêtre, par rapport à la parole du professeur, par rapport à la parole du contrôleur des impôts, et d'avoir autant de liberté d'esprit que possible, de pouvoir choisir des valeurs qui ne sont pas forcément harmonieuses ni homogènes sur le territoire. Très bien. Bon, maintenant qu'on a un petit peu décrit qui vous étiez, quel était votre projet, je me demande, est-ce que votre candidature, c'est une candidature symbolique? Est-ce que l'idée, c'est de faire passer vos idées dans le champ politique, justement, d'installer un petit peu des questions, des enjeux qui vous sont chers? Ou est-ce que vous croyez vraiment pouvoir peser? Ou alors simplement vous faire connaître peut-être des autres partis politiques dans l'espoir peut-être de gouverner avec eux dans une logique d'alliance? C'est quoi votre objectif principal avec cette candidature? L'objectif principal, c'est de faire vivre un vrai parti libéral qui donc maintenant se baptise Simple. Et qui fasse ce qu'il doit faire en France aujourd'hui, entre 10 et 15% des voix, qui pèse politiquement, qui ait une ligne doctrinale claire, qui puisse constituer ou aider à constituer des majorités, qui puisse négocier et qui puisse introduire un rapport de force, comme c'est le but de tout mouvement politique, avec les différents partis traditionnels. Donc c'est ce que j'essaye de faire à travers cette candidature. Donc elle est tout sauf symbolique. Encore une fois, on a beaucoup travaillé pour constituer le parti avant de décider de lancer une candidature. Et ce parti il doit être pérenne, survivre à l'élection présidentielle et participer ensuite au débat démocratique dans le pays. J'ai une petite sous-question que j'aimerais vous poser. Est-ce que, lors du lancement de La République En Marche, vous n'êtes pas dit, ça y est, on a un semblant de parti libéral? Alors, après, il y a eu le Covid, il y a eu les Gilets jaunes, etc. Mais le lancement, le premier Macron, est-ce que vous n'êtes pas dit, tiens, on tend vers une incarnation de quelque chose? Oui, tout au début, en 2017, j'avais écrit une chronique dans Le Monde appelant à voter pour Emmanuel Macron, ce que j'ai fait moi-même. Et je disais, c'est un peu comme Nietzsche par rapport à l'opéra. J'aime pas beaucoup les paroles, mais j'aime bien la musique. Donc le programme était très tiède, très timide. Et néanmoins, il y avait d'abord un discours général sur l'horizontalité, le nouveau monde, une capacité quand même de fracasser complètement, d'exploser les rentes politiques traditionnelles qui a été remarquable. On s'est dit, quelqu'un qui arrive à mettre à ce point le bazar dans le champ politique français pourra secouer énormément de choses qui ont besoin d'être secouées dans le pays. Et il me semble que on n'a pas attendu les Gilets jaunes ni le Covid, que très très vite, quelques semaines après l'élection, ce nouveau jeune président a descendu les Champs-Élysées à l'arrière d'un véhicule militaire et le ton était donné. Le ton, c'est un pouvoir très vertical, très autoritaire, très technocratique, très néolibéral au fond, c'est-à-dire une alliance de technocratie, de surveillance des citoyens et de connivence avec les grandes entreprises. Et que, en termes d'organisation du territoire, ce à quoi on a assisté, c'est une recentralisation, la taxe d'habitation ayant été un élément d'ailleurs important. En termes institutionnels, évidemment, les contre-pouvoirs ont été malmenés, à commencer par le Parlement avec tous ces états d'urgence qui se sont enchaînés et qui n'étaient pas forcément nécessaires. Je rappelle que ni l'Angleterre ni l'Allemagne n'ont besoin d'état d'urgence pour mettre en place des mesures sanitaires qui ont été discutées normalement au Parlement. Et de conseil scientifique. Qu'en termes d'incarnation, qu'en termes économiques, on a mis en place, alors même si c'est un peu symbolique, enfin c'est un symbole quand même pour moi pénible, on a recréé le Haut Commissariat au Plan, et donc on a redonné tout son aura à l'idée d'État stratège, d'État planificateur, d'investissement à long terme, géré par la puissance publique.
Et puis, au niveau plus symbolique, c'est un président très jupitérien, comme il s'est qualifié lui-même, qui s'occupe de tout, qui donne son avis sur tout, qui est censé, on l'a vu d'ailleurs dans la manière dont le grand débat a été organisé après la crise des Gilets jaunes, qui est censé trouver des solutions pour tout seul. La manière dont il répondait aux gens dans cette espèce d'assemblée populaire est le symptôme du problème de notre pays. C'est un homme seul, sans fiche, sans conseiller. Il répond à tout le monde en disant « vous avez un problème de voirie, on s'en occupe, on a un plan pour ça ». Si les gens pensent qu'un seul homme doit pouvoir sincèrement répondre à tout ça, et pas se contenter de donner de grandes orientations, d'avoir des grands projets, eh bien, c'est un peu certain qu'on va être déçu, puisque on donne beaucoup trop de pouvoir à un être humain. Les présidents sont élus sur leur personne et pas sur leurs idées, de sorte que les programmes sont très timides, qu'on a très peu de réformes. Au fond, quand on prend les 40-50 dernières années, les réformes sont extrêmement timides. Quand on regarde les bilans des différents quinquennats, que ce soit de droite ou de gauche, au fond, c'est des réformes de sous-secrétaires d'État, parce que le système, les institutions ne fournissent aucune incitation à la radicalité ou à la réforme. Et si vous êtes élu président, vous seriez partisan d'une réforme en profondeur de la Ve République ou d'un changement total de République? Alors, moi, je trouve que LFI, par exemple, la France Insoumise, dit des choses tout à fait pertinentes sur la constituante et la nécessité de refonder nos institutions, de les moderniser en soit simplement en remettant de la représentativité, soit même en allant plus loin. Aujourd'hui, certains imaginent des formes assez modernes de démocratie délégative où chacun peut retirer, donner sa voix en temps réel. Parce que c'est vrai que donner aujourd'hui sa voix pour 5 ans à quelqu'un et puis attendre jusque-là pour le juger, ça ne marche plus avec la manière, la vitesse avec laquelle la société fonctionne. Et du coup, les gens sont souvent très engagés politiquement dans les associations, sur le terrain. Et en même temps, le système, lui, n'a pas évolué. Il y a des désintermédiations qui se passent dans tous les domaines de la vie en société, y compris commerciaux, et alors qu'en revanche, la politique reste extrêmement stratifiée. Donc on pourrait imaginer tout ça. Néanmoins, il faut choisir ses priorités. Je ne suis pas un utopiste, donc je n'arrive pas avec un super plan, avec toutes les réformes, alors on fait la Constitution, puis on fait ci, puis on fait ça. C'est juste pas possible, ça ne peut pas marcher. Et donc, moi j'ai 3-4 très grandes réformes, très dures, sur lesquelles je travaille depuis longtemps dans le cadre du think tank que je propose, qui sont mes éléments vraiment phares. Et je pense qu'on peut les faire dans le cadre de la Ve République. Et ensuite, donc, je propose de ne pas, pour le moment, changer les institutions. Ce sera pour un deuxième mandat, si vous voulez, une fois qu'on aura simplifié le droit, un salaire universel, donné de l'autonomie locale, on pourra changer la Constitution. En revanche, je pense qu'on peut changer la pratique du pouvoir. Pompidou était un président de la Ve République. Il y avait une pratique du pouvoir différente, c'est-à-dire beaucoup plus en retrait, beaucoup plus hésitante, comprenant qu'il est grave de restreindre les libertés, qu'il faut agir avec beaucoup de prudence sur les textes. Et qu'on peut rebasculer une grande partie de la responsabilité qui est aujourd'hui assumée par le président sur le gouvernement, comme il serait légitime, de rendre le gouvernement davantage responsable devant la Chambre. Pourquoi pas être immédiatement en situation de cohabitation avec un gouvernement qui est une formation, qui forme une coalition d'emblée. Ça peut être assez sain. D'ailleurs, je remarque que les réformes les plus radicales qu'a fait la France depuis 50 ans viennent des périodes de cohabitation. Donc voilà, donc je pense qu'une présidence qui se contente des grandes orientations et de très gros points programmatiques et qui laisse le gouvernement gérer les affaires courantes pourrait être un nouveau mode d'approche du pouvoir dans le cadre de la Ve. On va rentrer. Le président préside et le gouvernement gouverne, c'est assez beau. C'est d'ailleurs fidèle avec la lettre de la Constitution. On va rentrer un peu dans le dur. Vous en êtes tout concrètement au niveau des parrainages à l'heure qu'il est. Alors là, on est le 1er février. Donc le 1er février, j'ai commencé simplement, depuis 15 jours, à réunir mes parrainages. D'accord. Donc là, j'ai une petite centaine de promesses et une bonne dynamique qui vient beaucoup des maires de petites communes qui se donnent le mot. Et donc, je vois passer des boucles email de maires de petits départements limitrophes ou montagnards ou insulaires qui appellent à me parrainer parce que ça correspond à leurs préoccupations, surtout les 2 premiers points de mon programme, simplification et autonomie locale. Et donc, c'est vraiment le réseau sur lequel je compte. Beaucoup de gens, d'ailleurs, parmi eux, ne donnent pas habituellement leur parrainage. Vous savez que 2 tiers des élus ne donnent pas leur parrainage. Et moi, c'est en fait ma cible prioritaire. Et c'est pas un hasard, parce que j'ai eu ces idées un peu, enfin en tout cas j'ai formalisé ces idées en sillonnant le territoire, et donc assez naturellement
correspondent aux préoccupations des petits maires qui sont aujourd'hui de plus en plus privés des responsabilités qu'ils exerçaient auparavant. Donc, en tout cas, je fais ça avec acharnement et avec l'objectif clair d'atteindre mes 500 signatures, parce que cette campagne m'intéresse vraiment beaucoup. Je sens que mes idées anti-jacobines et de responsabilité individuelle sont mûres, et que donc j'ai très envie de pouvoir les porter après le 4 mars. Vous souffrez pour l'heure d'un petit déficit de notoriété par rapport à d'autres candidats. Par exemple, comment vous comptez vous faire connaître? Est-ce que vous allez organiser des meetings, forcément multiplier les apparitions télé, médiatiques? Vous avez fait un premier déplacement, je crois, en Ardèche. Alors, on a déjà fait pas mal de déplacements. J'ai fait mon premier déplacement en Corse de manière assumée et très symbolique. Après, pour répondre plus directement à votre question, oui et non. D'abord, j'ai une notoriété. Alors, j'ai fait énormément de presse locale pendant l'été, quand, dans la première phase de l'établissement du parti, nous allions sur le territoire pour récolter les témoignages de détresse administrative, bureaucratique des gens. Et donc, on a fait 30 déplacements un peu partout en France. Donc, c'était une pré-campagne, si vous voulez, avec énormément, pas de presse nationale, très intentionnellement, mais énormément de presse locale. Et la presse locale, c'est ce que lisent les gens, qui fait que mes études de notoriété ont énormément progressé entre mai et octobre de l'année dernière. Et ensuite, je fais ce que tout le monde fait, donc des débats télé, mais ça j'en fais depuis 10 ans, mais enfin, il faut en faire 1000, 10 000 pour commencer effectivement à pénétrer dans tous les foyers, parce qu'aujourd'hui, la scène médiatique est complètement éclatée, donc il n'y a plus l'ORTF, c'est plus facile, il y a une fois où la grande messe du 20h, donc là il faut se démultiplier. Donc je fais tout ce qu'il y a de plus classique pour ça. En revanche, je reste très prudent sur les réseaux sociaux pour lesquels j'ai des réserves de principe. Et donc je n'ai pas, malgré la pression intense de mes équipes, ouvert de compte Twitter personnel, qui est un compte du parti, mais qui est un compte relativement sobre, où on diffuse de l'information, mais c'est certainement pas un compte où on fait des clashs, des petits mots, des petites phrases. Alors justement, toujours sur votre image, on pourrait peut-être vous reprocher, à gauche comme à droite d'ailleurs, d'être un petit peu la figure de l'intellectuel, aisé, déconnecté du réel. Qu'est-ce que vous répondriez à ces critiques-là? Comment vous arriveriez à trancher un petit peu avec cette image? Justement, vous allez souvent dans les territoires, etc. J'ai l'impression que vous essayez un petit peu justement de vous réancrer dans une certaine réalité sociale un peu concrète. D'abord, sur l'intellectuel aisé, j'invite tout le monde à venir voir mon compte en banque, ils auront des surprises. Et deuxièmement, ça fait plusieurs années, ça fait même 6 ans que je fonctionne par le terrain. Et que donc je vais frotter mes idées au réel. Ça peut être à l'étranger, j'ai fait une vingtaine de voyages dans le monde entier de reporters, où j'allais tester la légalisation des drogues au Colorado, les prisons ouvertes en Finlande, la démocratie directe en Suisse, les dissidents en Chine, les entrepreneurs au mandat. Enfin, j'ai vraiment bien rouler ma bosse avec mon petit carnet, et pas toujours dans un endroit facile. Et puis, j'ai fait il y a 1 an et demi maintenant un long tour de France et d'Europe à cheval, où je logeais chez l'habitant. Donc en France, je suis parti du Périgord, je suis remonté jusqu'à la Seine-et-Marne, ensuite j'ai bifurqué par l'Est jusqu'aux Vosges. Sur les traces de montagne, c'est ça? Sur les traces de montagne. Bon, et donc après, effectivement, moi je suis à moitié en Normandie, à moitié à Paris, citadin de naissance, et très d'ailleurs heureux, j'aime beaucoup cette ville, beaucoup Paris, c'est pas le sujet. Mais j'ai jamais eu l'impression d'être ni déconnecté de mon territoire, ni des gens. J'ai au contraire l'impression d'avoir pas mal, et beaucoup plus d'ailleurs que d'autres candidats, traîner mes guêtres dans la boue des chemins. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de ce voyage à cheval qui était c'est assez étonnant, enfin on ne s'attendait pas, pareil, quand j'ai vu que vous faisiez ça, j'étais surpris et je me suis dit, mais finalement c'est une idée assez saugrenue mais qui peut être intéressante. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce voyage-là, en allant dormir chez l'habitant, en vous promenant sur les routes, etc. Est-ce qu'il y a une grande leçon? Vous avez écrit un livre aussi sur ce voyage-là. Est-ce qu'il y a une grande leçon que vous avez retenue? Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a une grande conclusion à ça? D'abord, je pense que tout journaliste et tout intellectuel devrait passer un moment, pas forcément à cheval, mais en tout cas vraiment passer du temps sur le terrain, pas juste en allant faire une interview. Anne Niva fait ça à sa manière, en s'installant plusieurs semaines dans des villes ou des endroits qui ne sont pas signalés médiatiquement, et en nouant véritablement des liens avec les gens, et en faisant des livres qui sont extrêmement instructifs justement sur l'état du pays, le dernier c'était la France de face.
Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est pour moi l'essence du métier de journaliste et au fond d'intellectuel, parce que l'intellectuel est une forme de journaliste qui vadrouille dans la cité, comme je disais, qui vagabonde. C'est pour ça que le livre s'appelle « Entre vagabond de liberté », expression que j'emprunte à Montaigne. Après, j'avais envie de faire ce voyage pour plein de raisons, notamment parce que j'avais fait un voyage précédent était sur l'intelligence artificielle et que j'avais envie de faire tout l'inverse, quelque part, de voir ce que ça faisait de reprendre le temps, de voyager en profondeur dans les territoires et surtout d'être ouvert à l'aléa. Parce que quand on est à cheval, il n'y a aucune route tracée, il y a des ponts qui ne passent pas, il y a des barrières soudaines sur les chemins, il y a des incidents tous les jours et il n'y a plus comme vous avez remarqué, de relais de poste. Et donc, il faut vraiment plaider sa cause pour trouver un champ ou une étable ou une stabulation où loger le cheval et un bout de canapé où dormir. Donc effectivement, ça remet très vite les pieds sur terre, mais ce qui est très intéressant, c'est que j'y allais aussi pour être dans une situation de vulnérabilité, parce que j'avais très peu de bagages. Il y a des gens qui voyagent à cheval en autonomie, c'est-à-dire qu'un cheval de bas, il campe dans la nature, et il passe 3-4 jours comme ça en dehors de la civilisation. Moi, ce n'était pas du tout mon but c'était d'aller vers les gens. Ouais. Et quelque part, la première, je ne dirais pas surprise, mais enfin le premier bonheur, en tout cas, c'est que ça marche. Que quand vous demandez de l'aide, quand vous demandez l'hospitalité, on a beau lire tout ce qu'on lit sur la société individualiste, la violence, le repli sur soi et tout ça, mais quand vous introduisez le bon prétexte, en fait, et le cheval est un excellent prétexte, vous réveillez ce vieux sens anthropologique de l'accueil. Et dans l'ensemble, j'ai été extrêmement bien reçu partout. Et j'étais un peu dans le rôle du vagabond, pour revenir à ce thème-là, de vagabond qui était une figure historique, comtesse de Ségur, on en parle souvent, une figure historique de quelqu'un qui n'était pas un mendiant, mais qui avait un statut social. Le statut, c'était vagabond et qui passait de village en village, qui était logé, qui était nomade, et dont le seul rôle, en fait, social, mais qui était important, était de tisser des liens entre des villages, des gens qui ne se connaissaient pas, de raconter des histoires et aussi de recueillir la parole. Parce que face au vagabond, on se débonde, on se livre, parce que le vagabond ne pose aucun danger, il repart le lendemain, il n'est pas là pour s'installer, il n'est pas là pour conquérir le territoire. Et donc c'est une sorte de psychanalyse ambulante où les gens vous racontent vraiment leurs problèmes, leurs histoires, et où, parce que vous arrivez tout crotté avec le cheval, vous êtes immédiatement sur un pied d'égalité, il n'y a pas de barrière sociale, il n'y a pas de est-ce qu'il est urbain, écrivain, pas écrivain, on s'en fout, c'est juste deux êtres humains en fait. Et la relation qui est tissée, la relation d'hospitalité, elle est très forte. Et on connaît l'amour, on connaît l'amitié, on connaît la haine, enfin il y a un certain nombre de relations comme ça humaines. Et je ne connaissais pas l'hospitalité, c'est quelque chose qui est singulier. Mon livre est construit selon les régions, mais ce n'est pas les régions administratives, c'est les régions telles que les gens les vivent. Donc le soir, je demandais aux gens, je suis où là? Et on ne me disait pas, vous êtes dans l'Indre, vous êtes dans le Berry, dans la Beauce, dans la Brie, dans la Champagne pouilleuse, dans la Vosges. Bon. Et en fait, ces identités-là, il suffit de les demander et on les voit aussi. Parce qu'on voit que ça forme une cohérence de paysage, de cuisine, d'accent, de culture. Et que tout ça persiste malgré deux siècles de jacobinisme. Donc ça, c'est quelque chose de très frappant. Et on voit qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a toutes ces aspirations aujourd'hui régionalistes, toutes ces revendications autonomistes, indépendantistes et tout ça. Les gens veulent simplement pouvoir s'organiser localement parce que c'est là que les meilleures décisions se prennent, c'est là que la vie, au fond, fait sens, et que c'est pas du tout, et que là on considère depuis Paris que c'est nier l'identité française, mais c'est totalement faux, c'est l'enrichir au contraire. Et la dernière chose, c'est que tout ce thème, qui est maintenant mon thème politique majeur, de la simplification, m'est vraiment apparu lors de ces dîners où les gens me racontaient leurs problèmes. Et là, j'étais pas, moi, dans la position de dire est-ce que vous avez peur de l'immigration, de l'insécurité, de tout ça, c'est la question des sondeurs. Que vous vous sentez oublié, où les gens disent oui, parce que entre oui et non, ils disent plutôt oui. Là, j'étais en situation d'écoute. C'était infiniment plus qualitatif. Et donc, j'écoutais simplement ce que les gens avaient à dire. Et est-ce que la première préoccupation, c'était de parler de ces grands sujets macro? Non. La première préoccupation, dîner après dîner, jour après jour, c'était des histoires de DREAL, de DDT, de préfecture, de normes incompréhensibles, d'autorisation à demander pour changer une clôture, de nouvelles normes sur les cages à ragondins. Enfin, j'ai tout entendu. Des choses parfois anecdotiques, mais parfois des choses extrêmement violentes qui faisaient que les gens pouvaient perdre leur emploi parce que ça devenait juste impraticable, se retrouver dans des situations d'insécurité juridique extrêmement fortes, ne plus savoir s'ils sont aidés par leur administration ou s'ils deviennent suspects.
Et en fait, j'ai compris que l'état de droit souffre énormément de cette complexité administrative. La complexité administrative, ce n'est pas seulement une question de paperasse, c'est vraiment une question de démocratie. Quand on ne peut plus comprendre le droit, ni la règle, se créent des injustices très fortes entre les initiés et les outsiders, ceux qui sont loin des centres d'information et de pouvoir et qui se prennent le mur normatif dans la tête. Et j'ai compris que c'était ce sujet qu'on connaît bien à Paris, parce que l'inflation normative, elle est recensée par les rapports du Conseil d'État. Mon think tank lui-même avait fait des propositions à ce sujet. Mais c'est un sujet qui est un peu lointain pour les décideurs, parce qu'eux-mêmes ne le vivent pas dans leur chair. Ou alors, de manière un peu anecdotique. Mais ils ont toutes sortes de contacts qu'ils peuvent appeler, ou ils peuvent se payer, un gros contribuable peut se payer un avocat fiscaliste, une grosse boîte va se payer un cabinet d'audit, une grosse municipalité va déléguer. Les gens, les entreprises, les grosses entreprises peuvent, j'en ai encore justement visité une lundi sur ce thème, grosses entreprises peuvent demander à des cabinets de trouver la bonne astuce pour bénéficier du crédit d'impôt aux recherches. Donc en fait, on paye des intermédiaires où on y a accès pour ne pas souffrir ou même profiter du dédale administratif et normatif. Mais les gens éloignés de tout ça, eux, sont complètement victimes de ce système. Et du coup, ils comprennent bien que si la France est ultra-administrée, c'est parce qu'on ne leur fait pas confiance. Et ça, pour moi, c'est le point crucial. C'est que le technocrate parisien, je les connais bien, je travaille en cabinet ministériel, c'est des gens qui sont pleins de bonnes intentions, ils ne sont pas ni corrompus ni rien. Mais ils sont intimement persuadés que laissés à eux-mêmes, l'individu, la commune, l'entreprise vont faire n'importe quoi. Et que pour leur bien, il faut les cadrer au maximum. Il y a une sorte d'infantilisation du français moyen, en fait. Et cette défiance de l'État vers le citoyen, eh bien, elle est ensuite rendue au citoyen contre l'État qui dit « puisque c'est comme ça qu'on me traite, moi, je ne respecte plus des gens qui ne sont plus respectables, et donc je vis ma vie et je glisse dans une forme de semi-anarchie qui, à un moment donné, se retourne soit contre la société, soit contre eux-mêmes. » Et donc la question de la simplification après ce tour m'est apparue comme le sujet politique majeur de ce pays. Pas un sujet parmi d'autres qu'on aborde quand on a fait tout le reste, mais en fait le sujet, le point d'entrée. Parce que simplifier, c'est d'abord faire confiance, c'est donner de la responsabilité, et c'est quelque part revenir sur 2 siècles de jacobinisme, donc c'est assez profond. Donc concrètement, vous les divisez par 100 le nombre de lois. Combien de temps vous donnez pour le faire, un quinquennat ou beaucoup plus longtemps? C'est un travail sur le long terme. Alors d'abord, si quelqu'un en 5 ans pouvait vraiment faire ça, et au lieu de passer 5 ans à faire plus, pouvait vraiment passer 5 ans à faire moins, je pense qu'il aurait beaucoup plus œuvré pour la prospérité du pays, pour le vivre ensemble, pour l'écologie, pour tout, que n'importe qui d'autre qui va passer son temps à tricoter des nouvelles lois pour réagir à chaque fait divers. Après, concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place les commissions, et ça c'est possible, c'est ce qu'avaient fait Badinter et Lyon-Camp pour le droit du travail, qui sont chargés de remonter sur chaque code, il y a 75 codes en France, aux grands principes du droit, avec des juristes et des parties prenantes de chaque secteur. Et ensuite, on remonte aux grands principes. Quand Lyon-Camp et Badinter ont fait ça sur le droit du travail, ils ont trouvé 61 principes, 4 pages, écrits en bon français, lisible, intelligible, comme la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est un des plus beaux textes de philosophie politique, où chaque mot est pesé, qui est magnifique. Voilà, on trouve ces principes et puis après on enlève le reste. Donc c'est ça qui est très radical dans cette méthode, c'est qu'on ne propose pas, comme le font toutes les commissions de simplification qui sont lancées à chaque quinquennat ou septennat, de ôter les normes surnuméraires, parce que ça c'est un travail de Sisyphe absolument impossible. On propose c'est de garder, de recodifier, de réexprimer en langage intelligible celles qui sont réellement nécessaires, et de les mettre à un niveau de généralité suffisant. C'était d'ailleurs tout l'objectif de Montaigne, puisqu'on parlait de Montaigne, qui lui-même trouvait qu'il y avait trop de lois en France, qu'il était juriste, qu'il fallait que le droit soit simple, clair et concis. Un niveau d'intelligibilité tel que, ensuite, leur interprétation dépend du terrain et de la situation de chacun. On a nommé ça projet Portalis, parce que Napoléon, premier consul, avait demandé à un certain nombre de juristes, dont Portalis, qui largement était le rédacteur principal du Code civil, de refonder le droit à droit constant. Et nous aussi, on fait ça à droit constant. Et on ne réinvente pas la règle, mais on la remet en bon français. Et donc Napoléon avait fait ça sur le magma du droit féodal. Et dans les mémoires de la case, Napoléon explique que cette œuvre de simplicité
a fait plus pour le pays que toutes les lois qui l'ont précédé. Et pourtant, il n'a rien réinventé. Et d'ailleurs, le Code civil est largement encore en vigueur aujourd'hui. Voilà. Donc, on a pris cet exemple pour dire c'est possible, on l'a déjà fait en fait. C'est des grands moments de refondation institutionnelle. Ce n'est pas des révolutions. On change, au fond, ça ne coûte rien et on ne change rien. Mais en même temps, on change tout à la vie des gens. Et nous, notre promesse, c'est de pouvoir donner à chaque citoyen français un livre qui contient le droit, qui régit la vie en société, qui est compréhensible. Et ça paraît fou et utopique, et en même temps, c'est le minimum dans un état de droit, où nul n'est censé ignorer la loi. Et comment vous expliquez que, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, la simplification ne fasse pas partie des priorités des Français? Ça reste toujours le pouvoir d'achat, on a la sécurité, l'immigration qui arrive un peu et qui phagocyte un peu la campagne. Pourtant, quand vous allez sur le terrain, vous estimez qu'on ne vous parle que de ça, mais dans les faits, on a l'impression que ça reste marginal. Je peux vous dire que quand j'appelle les maires, c'est le premier thème qu'ils évoquent. Tout le reste des thèmes que je décline, y compris le revenu universel et tout ça, ça passe au second plan par rapport à la simplification. Et simplement, on ne pose pas la question dans les études d'opinion, mais c'est aussi bête que ça. Que je suis passé sur une émission en décembre, où justement ils avaient fait faire par un des grands instituts de sondage BVA une enquête sur la simplification, en posant directement la question aux gens, 84% des Français considéraient que c'était un problème important dans leur vie. Donc en fait, c'est là. Simplement, c'est comme disent les anglo-saxons, l'éléphant dans la pièce. Il est là, et personne n'ose, personne ne veut le désigner, et on continue à parler sans cesse des mêmes sujets. Mais si on parle de pouvoir d'achat, mais la simplification, ça entraînera un regain d'activité qui fera beaucoup plus de bien à l'économie que tous les plans de relance que vous pouvez concevoir. On accable souvent, c'est vrai que dans ce discours sur la volonté de simplification, les normes européennes, notamment les agriculteurs, justement de créer encore des piles et des piles et des piles de documents, de normes à respecter, etc. Quelle est votre position justement par rapport à cette volonté de simplification sur l'UE et aussi votre libéralisme classique, qui n'est pas un néolibéralisme, d'ailleurs il faudrait qu'on en parle plus tard. Comment vous positionnez par rapport à l'Union européenne justement, vous moi, la grande idée qui m'anime dans tout ça, c'est la subsidiarité, c'est-à-dire qui est formellement au cœur de la construction européenne, c'est-à-dire qu'il faut que la décision soit prise au niveau qui lui correspond le mieux. Donc que l'Union européenne soit responsable, par exemple, de la gestion du numérique, du droit de la concurrence, des traités de libre-échange internationaux, après, on peut dire elle le fait bien, elle le fait mal, etc., mais qu'elle soit responsable de ça, tout ça très bien. En revanche, je suis pour laisser une immense diversité à l'intérieur de l'Union européenne. Et je suis pro-européen, mais ce qui m'inquiète dans le pouvoir actuel, c'est que la volonté est, je cite, d'harmoniser le droit fiscal et social. C'est-à-dire de faire que les conditions soient, au fond, les mêmes partout et de préférence alignées sur la France qui pose les plus restrictives. Et ce n'est pas du tout ma vision de l'Union européenne, pour le coup. La vision de l'Union européenne, c'est une vision d'un ensemble uni, avec effectivement une libre circulation, mais où chaque entité, et là je ne dis pas seulement les États, mais aussi et surtout les régions et les communes, peuvent s'organiser à leur niveau de manière indépendante, autonome, pour que naisse la plus grande diversité possible d'expérimentation, de modes de vie, de modèles socio-économiques. S'agissant de la situation actuelle du droit européen par rapport à la simplification, on estime, avec les juristes avec lesquels j'ai travaillé sur ce projet de simplification, que globalement, il y a 10% de notre droit qui est directement influencé par Bruxelles, mais que sur 90% du reste, on peut faire le ménage chez nous. Et pourquoi on a souvent l'impression que c'est davantage parce que la principale question, c'est la surtransposition. La France est le pays qui surtranspose le plus, ce qui veut dire que par rapport à une directive relativement générale, on peut contester les orientations, etc., mais c'est l'administration qui va, et j'en ai parlé aux fonctionnaires du ministère de l'Agriculture qui me l'ont confirmé, qui en souffrent même, qui va le plus s'évertuer à recomplexifier, redétailler et souvent être encore plus restrictive que ce que dit le droit européen. C'est très clair, par exemple, sur les produits phytosanitaires. Encore une fois, ce n'est pas une question d'être pour ou contre l'environnement ou les produits, mais ce n'est pas normal qu'un riziculteur de Camargue en France ait 3 fois moins de produits phyto autorisés que son concurrent italien parce que la France a surtransposé une directive. Que là, évidemment, que ça crée une concurrence déloyale, puisque la frontière est ouverte entre les deux pays. La frontière serait fermée. Je suis d'accord que la France crée ses propres conditions environnementales. À partir du moment où la frontière est ouverte, il faut évidemment, pour que ça ait un sens de vendre le même produit dans des marchés qui sont poreux, que les normes sur les produits phytos soient les mêmes. Et donc, au lieu de s'aligner sur le plus bas, la France en rajoute à chaque fois. Voilà.
Et donc ça, c'est un vrai problème français. Et je pense qu'on peut largement faire, en fait, au sein de notre droit, avec nos compétences, pour résoudre cette question de la complexité. Et que d'ailleurs, Bruxelles, depuis 10 ans, a plutôt une tendance à la déflation normative et qu'il y a de moins en moins de directives, parce qu'il y a quand même une prise de conscience à Bruxelles de la question de la complexité. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur la dette, change un peu de sujet, sur la dette française. Est-ce que vous êtes pour le remboursement de la dette ou l'effacement de la dette détenue par la BCE, la Banque Centrale Européenne? Quelle est votre position là-dessus, finalement? Alors, d'abord, je pense important de souligner, comme je le disais au début en termes de méthode, que ni un candidat ni un président ne peut avoir réponse à tout. Et qu'il y a des sujets sur lesquels j'ai des propositions extrêmement claires et fortes, et d'autres sujets sur lesquels mon avis n'est pas encore fait, et après tout, qui n'est pas... c'est pas grave. S'agissant quand même de la dette, je pense que... Alors, le Génération Libre, mon think tank, avait publié son tout premier rapport sur... Mais ça, encore une fois, c'est pas quelque chose que... C'est pas une proposition que je ferai dans le débat politique aujourd'hui, c'est pour vous donner mon orientation intellectuelle instinctive. Elle avait publié un tout premier rapport sur la possibilité de faire en partie défaut sur la dette française, en rappelant que les libéraux historiques, contrairement à ce qu'on peut penser, Hume et Smith, au XVIIIe siècle, étaient les premiers partisans du défaut. Hume a écrit un magnifique pamphlet sur Of Public Credit, argumentant en faveur d'une banqueroute de l'Angleterre, parce qu'il voyait à l'époque émerger les premières grosses dettes publiques, c'est le début des dettes publiques au XVIIIe siècle, et il trouvait ça tellement horrible, cet endettement des générations futures. Il disait il vaut mieux couper en fait la source et finalement avantager les nouvelles générations, parce que c'est ça qui se passe pendant un défaut, contre les rentiers, quoi, que de continuer à accumuler ce monstre qui est la dette publique. Dans la situation actuelle, on a un gros problème qui est la création monétaire vertigineuse de la Banque Centrale Européenne, qui, alors pour des bonnes et de mauvaises raisons, parce que ça a été fait effectivement dans une période de crise, où c'était peut-être pragmatiquement la seule chose à faire. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est très déresponsabilisant pour les États, parce que les États continuent à... Alors, on dit, vous savez, les médias disent on va débloquer de l'argent. Comme si l'argent était bloqué quelque part, qu'il y en avait plein, et qu'il suffisait d'ouvrir un peu les vannes, et que c'était vraiment méchant de ne pas ouvrir les vannes. En fait, aujourd'hui, ils donnent de l'argent gratuit, ils achètent comme ça la paix sociale, mais c'est juste, au fond, un crédit pris sur le temps. Parce qu'un jour ou l'autre, cette situation, si les taux d'intérêt remontent, si les investisseurs étrangers, dont la France dépend aux 2/3, commencent à trouver que finalement la situation n'est pas aussi stable qu'ils l'espéraient, cette situation peut devenir explosive. Et on n'en parle jamais de la dette en France, parce que finalement, ça fait très longtemps que la France a fait défaut. Et donc aujourd'hui, on est couvert par cette espèce d'irresponsabilité liée à cette production monétaire qui, par ailleurs, favorise les bulles d'actifs et donc est responsable aujourd'hui du creusement des inégalités entre capital et travail. On peut le dire vite, les riches qui ont du capital. C'est-à-dire que les riches qui ont du capital immobilier ou artistique, par exemple, sont de plus en plus riches parce que cet argent, en fait, vient alimenter ces bulles-là. D'accord. Et qu'en revanche, les revenus, eux, restent limités à leur progression naturelle. Vous avez des inégalités qui se creusent à cause de cette politique monétaire. Et que donc, il va falloir, à un moment donné, pour répondre quand même à votre question et donner mes grosses orientations, prendre ce problème au sérieux, réduire ce phénomène, à la fois de création monétaire et d'endettement public, par la bonne gestion, par le défaut partiel, ça, l'avenir le dira. Vous avez écrit un ouvrage sur la transition numérique, l'intelligence artificielle, et sur la robotisation des emplois. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une réduction du temps de travail ou inversement, certains pensent que justement on va vers une raréfaction du travail à cause de la robotisation, ou vous êtes à l'inverse pour remettre en cause ce dogme des 35 heures? Alors, je pense que tout ça n'a pas grand-chose à voir en fait. J'ai fait effectivement cette longue enquête sur l'intelligence artificielle. C'est clair que les pays les plus robotisés sont aujourd'hui les pays où le taux de chômage est le plus bas. Qu'à chaque fois qu'il y a eu une invention technique dans l'histoire de l'humanité, on a eu soit cette peur, soit cet espoir de la fin du travail. Et ça commence par Aristote qui explique que quand les
les lyres pourront fonctionner toutes seules, il n'y aura plus besoin d'esclaves, et donc en fait, il n'y aura plus besoin de travail. Son système, dans la révolution industrielle, Paul Lafargue, le neveu de Marx, avait écrit, le gendre de Marx, pardon, avait écrit Le droit à la paresse, qui était aussi fondé sur le règne de la machine, l'idée qu'on allait tous devenir oisifs et faire bombance. Et donc, pour moi, je ne pense pas du tout que les robots viennent remplacer le travail humain. C'est absolument pas mécanique. Au contraire, ça transforme le travail. Ça permet au travail d'être plus intéressant, plus riche, réhumanisé, tout ça. En tout cas, quand c'est bien fait. Et que ça va de plus en plus devenir une question de choix personnel. C'est-à-dire que ce n'est plus une question de 35 heures ou pas 35 heures. C'est que chacun doit pouvoir être en mesure d'organiser son travail et son activité en fonction de ses besoins, de ses envies, de sa propre existence. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit être décidé collectivement, comme la retraite. Je ne pense pas qu'il faille un âge de la retraite décidé par le collectif. Je ne pense pas qu'il faille un temps de travail décidé par le collectif. Je pense qu'il faut donner à chacun les moyens, y compris les moyens légaux, de déterminer en fait son rythme dans la vie. Il y a des gens qui peuvent avoir envie, et c'est très bien, il ne faut pas les décourager, de vivre de peu, de se lancer dans des activités pas forcément rentables, d'essayer des choses, d'aller à la campagne faire de la permaculture. Mais très bien. Il y en a qui peuvent avoir envie, au contraire, de se défouler et de travailler 90 heures par semaine. D'ailleurs, je remarque souvent que les premiers à déplorer la fin du travail sont les workaholics. C'est-à-dire que tous les types de la Silicon Valley qui disent c'est la fin du travail sont ceux qui travaillent le plus, qui ne dorment jamais. Il ferait mieux de dormir parce qu'il ferait moins de bêtises. Donc, ça va vers l'harmonisation de ces statuts, mais ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ça va vers aussi des droits qui sont de plus en plus universels, à la fois universels et individualisés, tels que revenu universel, constant, si on parle de la retraite et du chômage. Bon, nous, il y a un certain nombre de pistes qu'on évoque sur ces sujets-là. On y reviendra. Et pour qu'ensuite, chacun puisse faire ses choix en fonction de sa situation. Et pas qu'on dise il faut travailler 35 heures ou plus souvent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même les 35 heures, c'est un peu... Oui, c'est un peu un mythe, puisqu'en fait, c'est simplement une seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui elles-mêmes sont défiscalisées. Donc bon, tout ça a été complètement gommé, en fait. Un mot quand même sur la crise sanitaire. Comment vous avez jugé ou analysé la stratégie de l'État, notamment déjà en matière d'économie, sur justement injecter, aider les entreprises, etc., pendant toutes les périodes de confinement, de non-activité, et également d'un autre côté, sur le côté peut-être plus sociétal, des masques, des confinements, un petit peu de ce contrôle de l'État qui rentre dans la vie quotidienne, vraiment des gens partout. En tant que libéral, j'imagine que ça vous a quand même interrogé. Donc voilà, est-ce que vous avez trouvé l'État peut-être trop interventionniste, ou est-ce qu'il le fallait parce qu'il y avait une situation exceptionnelle? Au moins au début, on avait peur. Comment vous avez jugé ça? D'abord, je pense qu'on ne nous a pas donné les bons paramètres pour juger. Ouais. Au début de la crise, quand on a décidé du confinement généralisé, on nous a dit il faut sauver des vies. Et c'est la santé contre l'économie. Et je pense que cette équation, elle n'est pas vraie. En fait, d'abord, on ne sauve pas des vies, on les prolonge. On les prolonge, et ça, statistiquement, les médecins peuvent vous dire, on les prolonge en moyenne de tant d'années. Ouais, surtout au début, ceux qui décédaient étaient ceux qui étaient souvent déjà très âgés. Donc, le chiffre que je voudrais, c'est combien d'années de vie, en moyenne, on prolonge. Et que quand on détruit l'activité économique, ce n'est pas juste l'économie, c'est aussi des années de vie qui sont perdues. Ouais. Soit parce que vous avez des jeunes qui sont simplement privés de leur épanouissement normal quand on a 18 ans et qu'on rencontre des copains et qu'on est à la fac, et de ne pas faire ça, de faire des cours en visio pendant 1 an ou 2, j'aimerais bien savoir le coût que ça a à long terme. Vous avez des gens qui simplement ne pouvaient pas se faire opérer parce que les opérations étaient reportées ou que les cancers n'étaient pas analysés à temps. Bien sûr. Et vous avez aussi surtout des gens qui, tombant dans la pauvreté à cause de la crise, et là on ne parle pas tellement justement des salariés en CDI qui eux ont été protégés, mais de tous les autres, eh bien voient leur longévité automatiquement réduite. Ça, maintenant on a des chiffres depuis la crise de 2008, on sait que le passage dans la pauvreté, ça réduit l'espérance de vie de X années. Moi, ce que j'avais demandé à mon think tank de faire, et ce qu'on a fait avec des épidémiologistes et des juristes, c'est une comparaison très chiffrée, factuelle, neutre moralement, du nombre d'années de vie gagnées par les confinements contre le nombre d'années de vie perdues. Il n'y a pas des vies qui priment plus que les autres. Et donc, tout ce qu'on perd aujourd'hui, il faut aussi le montrer. Et quel est l'équilibre? Et nous, on était arrivés à la... Enfin, c'est des chiffres qui valent ce qu'ils valent, mais qui sont contestables, bien sûr. Mais c'est la bonne matrice qui n'a pas été fournie par le gouvernement. Et nous, on était arrivés à 1 500 000 années de vie perdue contre 500 000 années de vie gagnées. Donc négatif. Alors après, c'est une crise. Peut-être qu'on ne pouvait pas arriver à un meilleur résultat. Bien sûr. Donc je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire. Mais je dis simplement qu'on ne nous a pas présenté... Que les termes étaient mal posés, quoi. Voilà, les bons termes pour juger de la valeur de la politique du gouvernement. À partir du moment
où les vaccins ont été disponibles, et là, l'État a bien réagi en rendant les vaccins disponibles et gratuits. Ouais. Et visiblement, ces vaccins sont efficaces contre les formes graves. Et à partir du moment où chacun a pu se protéger volontairement contre le danger, ça passe d'une question de santé publique à une question de responsabilité individuelle. Parce que si la contamination continue, ceux qui vont en pâtir, c'est les formes graves, sont des gens qui ont pris la décision, et là on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas l'information, de ne pas se faire vacciner. Donc à partir de ce moment-là, je ne vois plus aucune justification pour les restrictions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire masque, ne parlons pas du pass sanitaire et tout ça. Je pense que la vaccination a complètement changé la donne, d'un point de vue philosophique, du point de vue d'une réaction, du principe de proportionnalité. Et que, hélas, l'État ayant mis en place toutes ces mesures de contrôle, n'a pas résisté à la tentation de les préserver, voire de les renforcer. Et donc maintenant, on a une situation très paradoxale où le virus est de moins en moins létal et où chacun apprend globalement à vivre avec, et où de l'autre côté, l'État augmente, au contraire, son degré de contrôle en passant du pass sanitaire au pass vaccinal. Etc. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Et c'est pour ça que dans le think tank que je dirige, on a mis en place un observatoire des libertés confinées. Parce qu'on parle des grandes libertés, les libertés de circuler et tout ça, mais il y a des libertés syndicales, enfin, il y a dans les détails, beaucoup de petites choses qui ont été transformées par le Covid. Et nous, on les a listées, il y en a une centaine, et puis il y a des indicateurs, rouge, orange, vert, pour bien les mesurer et pour s'assurer que quand on sort de tout ça, et quand même on est censé là en sortir, tous les indicateurs repassent au vert. Et de manière plus générale, je pense que cette crise a aussi mis en valeur, en lumière en tout cas, ce que c'est qu'une production normative laissée à elle-même. L'administration a mis en place toutes sortes de choses, de processus complètement aberrants, d'attestation, d'histoire de masse. Enfin, plus personne ne comprenait rien. Les profs ont d'ailleurs manifesté dans la rue. Il fallait mettre le masque dans la rue, mais quand on rentrait dans les cafés, on pouvait l'enlever. Mais pas si on était debout, mais si c'était un concert, c'est différent si c'était une messe, si c'était un meeting politique et tout ça. Et en fait, on voit très bien ces principes de production de la norme. C'est-à-dire qu'on rentre trop dans les détails et du coup, on doit faire plein d'exceptions parce qu'on se dit « Ah oui, mais là, ça colle pas » et tout ça. Et au final, ça colle avec personne, ce que dit Montaigne. Parce que personne ne rentre dans les cases. Et donc tout le monde triche, globalement. Et ça, c'est très mauvais pour l'état de droit. Quand vous avez une loi qui devient du nudge, c'est-à-dire qui est là pour inciter et non plus pour ordonner, contrôler, et ben, c'est l'état de droit entier qui en pâtit. Donc quand on fait un pass sanitaire ou un pass vaccinal en disant aux gens « vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner », la loi l'autorise, mais on va vous emmerder un maximum, vous mettre dans une souricière pour vous contraindre à le faire, mais la loi sort de son rôle. Et c'est tout l'état de droit qui, en fait, est remis en question. Parce que l'état de droit, il dit ce qui n'est pas interdit est permis. Et moi, dans mon super code de 1000 pages où il y aura tout le droit français, eh bien, les gens pourront lire le droit. Et surtout, le plus important, c'est qu'ils pourront être certains que tout ce qui n'est pas écrit là est autorisé. Alors que là, on rentre dans le système inverse où on crée des myriades de petits règlements intrusifs pour aiguiller les gens vers les comportements que le gouvernement estime moralement corrects. Et le gouvernement, au lieu de faire de la loi, fait de la morale. On a posé cette question à Laurent Alexandre, qu'on a reçu il y a quelques jours sur la chaîne. En tant que libéral, est-ce que vous ne craignez pas que l'on vive dans une société du moindre risque, où on veut abolir la mort et où finalement, au détriment du caractère mouvant et prométhéen qui fonde nos sociétés libérales depuis plusieurs siècles? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Portalis, auquel je me réfère pour mon projet de simplification, dans sa préface au Code civil, écrit « Simplifier, c'est faire confiance en la raison humaine, c'est aussi admettre qu'on ne peut pas tout prévoir. » Et donc, c'est admettre qu'il y a des risques. Et effectivement, quand on pose une norme très précise, c'est parce qu'on veut éliminer le risque et l'incertitude. Et c'est effectivement la société, enfin, ça nous mène quand même tout droit dans la société à la chinoise, où pour éliminer le risque, on enferme les gens dans une prison à ciel ouvert, dans une bulle où il faut demander une autorisation pour tout. Et la pandémie a bien montré aussi qu'on n'était plus capable de faire un vrai exercice de proportionnalité entre liberté et risque. Aujourd'hui, on peut conduire des voitures, on peut circuler quand il y a des épidémies, on peut faire de l'alpinisme, tout ça comporte des risques, des risques pour la société, mais on dit voilà, le risque est à un niveau tel que j'estime que ça n'entraîne pas, ne doit pas entraîner de restriction de liberté.
Et donc, ça suppose d'assumer qu'il y a des risques, ça suppose que parfois, comme le dit Charles Bovary à la fin de Madame Bovary, ça soit la faute à la fatalité, la faute à personne. C'est des incidents, c'est des malchances. Et tant qu'on n'accepte pas cette notion, si on n'accepte plus en tout cas cette notion-là, de malchance, d'incident, d'absence de responsabilité, c'est comme ça, c'est dommage, on peut être couvert par une assurance, mais on peut se retourner contre personne, eh bien on prend le risque, effectivement, le vrai risque, de rentrer dans une société qui sera une société en fait, qui est un peu la société de la super intelligence artificielle, qui va être une société anthropique, où peu à peu, il n'y aura plus de progrès parce qu'il n'y aura plus de divergence. Le progrès, il vient de la divergence, il vient du caractère promotéen, d'expérimentation. Et le progrès, il vient toujours d'un événement singulier, en fait, qui va tout d'un coup faire l'histoire parce que, par chance, il a marché, alors que ni l'autre expérimentation ont échoué. Et donc, dans un monde où on élimine la possibilité pour les gens de prendre ces risques-là, de diverger, eh bien, on arrive à un univers optimisé, mais étal et sans progrès. On parlait de Laurent Alexandre tout à l'heure. Lui est un partisan du transhumanisme. Vous avez un petit peu effleuré le sujet dans notre conversation ultérieurement. Comment vous vous positionnez, vous, sur ces sujets-là et quel regard vous portez sur les questions de bioéthique, par exemple, aussi? C'est vrai qu'il y a des avancées technologiques, scientifiques, etc., qui ont permis l'IVG, la PMA, la GPA, etc. Est-ce que, par exemple, sur la question de la GPA précisément, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce qu'on est sur un libre choix total ou est-ce que, pour des raisons éthiques, vous pourriez avoir des réticences? Comment vous voyez les choses? Donc moi, d'abord, je pense que la fragilité, la mortalité humaine, c'est ce qui fait en fait notre force en tant qu'être humain. Et que quand on l'oublie ou qu'on se berce de rêves d'immortalité, en fait, on rend sa vie moins intéressante et plus anxiogène, finalement, paradoxalement. C'est ce que disait Montaigne, il faut cultiver la pensée de la mort, l'idée que la mort peut survenir à tout moment pour être libre dans sa vie. Alors après, je pense en revanche qu'il y a des sujets très différents. La GPA n'a rien à voir avec l'immortalité. Au contraire, c'est plutôt donner naissance à une vie qui sera une vie tout à fait normale, si je puis dire, d'un être humain périssable. Et qu'il est très important, quel que soit ce qu'on en pense moralement à titre personnel, de ne pas confondre la loi et la morale. Et de dire la loi, elle est là pour permettre à des gens qui ne posent pas de danger à d'autres, qui ne provoquent pas d'externalités négatives, qui ne représentent pas une menace, qui ne nuisent à quelqu'un qu'à eux-mêmes, de pouvoir exercer leur choix de manière consciente et régulée. Et donc libéraliser, c'est toujours réguler pour s'assurer justement qu'on ne nuit pas au reste de la société. Et après, vous avez une question de choix éthique. Et donc vous pouvez, à titre personnel, être pour ou contre telle ou telle pratique. Et vous l'assumerez d'autant mieux, ce choix personnel, par l'exemple et la conviction, que vous ne demanderez pas à l'État d'imposer une interdiction ou une prohibition que vous-même souhaitez à titre moral. Et donc je suis favorable à légaliser un grand nombre de pratiques, dont la GPA et l'euthanasie, à partir du moment où justement l'encadrement de la régulation permettra de le faire correctement, que les dérives actuelles sont liées justement à la prohibition et que tout ce qui est prohibé finit dans les marges de la société, comme l'IVG à l'époque, et est fait de manière effectivement tragique, et que ça peut répondre, ces deux pratiques, si on pense à elles, ça peut répondre à des vrais projets de vie. L'euthanasie, c'était pour les stoïciens la manière la plus honorable de sortir de la vie. C'est de sortir au moment où on l'a décidé et pas au moment où on y est condamné par sa biologie. C'était tout à fait l'attitude de Montaigne. Il disait il faut que j'ai toujours sur moi la clé des champs. Ouais. Sur la GPA, c'est pareil, il y a des situations tragiques aujourd'hui de gens. Moi j'ai rencontré, par exemple, on a travaillé sur la GPA dans mon think tank, des femmes qui ont eu un cancer, qui du coup ne peuvent plus avoir d'enfants naturellement, qui vont trouver des mères porteuses qui font ça par générosité. Quand vous êtes confronté à des situations personnelles et tragiques, relativement irréfutables, et au nom de quel principe est-ce que vous interdirez à ce couple d'avoir un enfant alors qu'aujourd'hui, la technologie le lui permet. Voilà. Et après, précisément, l'autoriser permet de le réguler et d'éviter les situations que tout le monde les dérives, connaît, d'usine à bébé, etc. Voilà. Justement, on va revenir au cannabis. Donc vous êtes pour la légalisation du cannabis. Oui. Et en tant que libéral, pourquoi ne
pas être pour la légalisation d'autres substances, comme par exemple la cocaïne, l'héroïne. Vous mettez quand même, on va dire, un surmoi, enfin une limite à la légalisation? Alors, bon, d'abord politiquement, dans le programme que je propose, on arrête au cannabis parce qu'il y a aussi des questions, cette fois, d'agenda politique. Est-ce que la société est prête à aller jusque-là, jusque-là, jusque-là? Et donc aujourd'hui, je pense que la société est largement prête à légaliser le cannabis. Ça, c'est sûr. On ne va pas commencer à confondre le sujet avec des substances qui sont beaucoup plus dures et qui posent vraiment d'autres problèmes, qui n'ont rien à voir. Parce que le cannabis, c'est une substance, quand elle est prise de manière Récréative. qui est une vieille substance naturelle que l'humanité connaît depuis des milliers d'années, qui est interdite depuis en fait très récemment, depuis une cinquantaine d'années globalement. Bon, mais donc ça fait pas trop débat quoi, en termes de substance. Bon, les autres, c'est des choses chimiques, c'est des choses compliquées. Néanmoins, il y a un point de principe qui fait que je pense que certaines substances doivent être interdites. Et ce point, c'est celui du niveau d'addiction. Et je vous fais une expérience de pensée. Si une substance était addictive à 100%, c'est-à-dire que vous en prenez une fois et vous êtes addict pour toute votre vie. Ok. À ce moment-là, je pense qu'elle devrait être illégale parce que l'esclavage n'est pas un choix. Et c'est John Stuart Mill, libéral, liberté négative à fond, que j'aime beaucoup, qui explique pourquoi l'esclavage doit être, pourquoi il n'y a pas de liberté de devenir esclave, pourquoi on ne peut pas signer de contrat d'esclavage, une espèce de question théorique qui traverse un peu l'histoire du libéralisme. Ouais. Et il dit, mais parce que quand on abandonne la possibilité même d'exercer son libre choix, d'exercer son libre arbitre, on abandonne la possibilité de signer le contrat. On ne peut pas s'engager à ne pas s'engager. C'est pas possible. Ouais. Donc s'il y avait une substance, donc pour moi la question elle est moins au niveau de la nocivité de la substance qu'au niveau de son degré d'addiction. Voyez. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des politiques de santé publique, peut-être de dépénalisation sans aller jusqu'à légalisation, comme le fait le Portugal, qui permet de traiter en termes de santé publique les gens qui ont des problèmes d'addiction, qui aujourd'hui n'ont nulle part où aller parce que comme c'est prohibé, ils ont peur d'être traités comme des criminels. C'est toute la polémique autour des salles de shoot. Je ne sais pas s'il faut faire des salles de shoot ou pas, mais créer des espaces où les gens peuvent être traités par des services publics pour des problèmes réels, qui sont des problèmes de santé et qui nous concernent tous, parce qu'après, ça pose ensuite, ça se décline sur toutes sortes de problèmes de santé publique, et d'ordre public d'ailleurs, me paraît une réflexion tout à fait légitime. Alors justement, ça me fait un petit peu penser à l'image d'Épinal, un petit peu que certains prennent pour critiquer le libéralisme. On met souvent côte à côte revenu universel, cannabis et oisiveté totale. Alors c'est vrai que bon, on a bien compris que vous, c'était pas du tout l'idée. Au contraire, c'était d'aller chercher de la nouveauté, de tenter des choses. Est-ce que c'est pas, ceci dit, un point de vue trop optimiste, un petit peu, sur l'idée qu'on laisserait tout le monde avec une pure liberté et finalement tout le monde s'accomplirait et essaierait de se dépasser et ne finirait pas avachi dans un canapé? Alors d'abord, si on associe le libéralisme à l'universel, c'est un bon signe, c'est-à-dire que j'ai un peu gagné, puisque sûr. c'est quand même, bien sûr. c'est pas. Et puis il y a beaucoup de libéraux qui me détestent justement à cause de ça, qui considèrent que j'ai basculé dans le communisme le plus radical. Mais en tout cas, sur le revenu universel, premièrement, disons que mon instinct, qui est que les gens, une fois qu'ils ont la base pour survivre, des pour subvenir aux besoins de base, vont aller dans l'activité, davantage qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils sont enfermés par la bureaucratie sociale dans un statut de pauvre dont ils n'arrivent pas à sortir. Si vous regardez concrètement comment ça se passe, le RSA, les gens ont peur de reprendre de l'activité quand ce n'est pas un CDI, mais globalement, les gens au RSA ne passent jamais en CDI, ils passent par toutes sortes de phases intermédiaires. Et aujourd'hui, ils ont peur parce que c'est déjà tellement compliqué à obtenir, il faut se justifier auprès de tellement d'organismes différents, qu'une fois qu'on l'a, on stresse jusqu'à la fin de sa vie de le perdre. Et donc, du coup, c'est aujourd'hui que ça bloque la reprise d'activité. Ce système social très pernicieux, sans parler des effets de seuil. J'étais dans une entreprise lundi, on m'expliquait, et ça, notre universel, ça résout ça, que, par exemple, les gens ne voulaient pas faire d'heures sup parce qu'au final, ils perdaient la prime d'activité et donc ils perdaient de l'argent. Moi, mon revenu universel, il fait que le travail paye toujours. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on élimine la grande pauvreté, on élimine la peur de mourir de faim, on donne la stabilité à partir de laquelle, justement, on peut se projeter dans l'avenir. Et en même temps, on assure que le travail paye toujours. S'il y en a qui veulent rester à vivoter avec pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont faire des choses.
Ils vont aller essayer de faire de la permaculture du truc ou pas. Mais même s'ils jouent aux jeux vidéo, ils vont commencer peut-être à s'investir dans je ne sais quel truc de gaming. Bon, les gens, ils font des choses, ils ne restent pas juste prostrés dans un canapé. Ça, c'est la marge d'erreur de la nature humaine. Et ça, en plus, c'est traité par des... Enfin, je veux dire, c'est quasiment un autre sujet, quoi. C'est des sujets de grande détresse, de gens qui sont complètement perdus. Et là, revenu universel ou pas, c'est un autre sujet. Après, cette intuition dont je parlais, elle est quand même confirmée par les expérimentations du revenu universel qui ont été faites, dont une que j'ai été voir au Brésil, une beaucoup plus scientifique qui a été faite en Inde. On voit qu'à chaque fois qu'on met en place ce dispositif, le taux d'activité augmente. Parce qu'une fois que les gens ont la sécurité de base, ils peuvent encore une fois se demander mais qu'est-ce que je vais faire demain et qu'est-ce que je vais faire après-demain. Alors que sinon, la seule question qui se pose, c'est comment je vais payer mon loyer, joindre les deux bouts à la fin du mois. Voilà. Et quelque part, cet optimisme dont vous parlez sur la nature humaine, premièrement, c'est ce que j'ai vu dans mes voyages dans le monde. Ça doit être accompagné d'institutions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire aux gens, on les laisse comme ça libres et puis tout d'un coup, ils vont faire des trucs bien. Et il faut mettre en place les institutions et les systèmes d'incitation qui fait qu'ils vont être responsables des conséquences de leurs actes. Et je pense que la responsabilité crée de la maturité et de la rationalité, pas l'inverse. On ne va pas dire les Français sont des veaux, comme disait De Gaulle, donc ça ne sert à rien de leur donner un espace de liberté, ils vont faire n'importe quoi. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus on les infantilise, plus effectivement les gens trichent, les gens se comportent mal, les gens veulent arnaquer le système. À l'inverse, quand vous donnez un espace de responsabilité, eh bien, les gens commencent à réfléchir à leurs propres actions. Et ça, c'est vrai dans l'entreprise. Plus on donne d'autonomie aux salariés, plus ils deviennent créatifs parce qu'ils doivent non pas simplement appliquer le process, mais exercer leur cerveau et leur intuition. Donc plus on responsabilise les gens, plus en fait ils sont dignes de cette responsabilité. C'est ça le cercle vertueux qu'il faut créer. Est-ce que vous avez des idées de financement de ce revenu universel que vous appelez aussi également un peu négatif ? Oui, on a des idées, mais je pense que ce qui me caractérise, c'est que toutes ces idées un peu philosophiques, ensuite dans le cadre de mon think tank, on les fait travailler par des économistes, des juristes, des sociologues, et on passe beaucoup de temps à faire des rapports extrêmement, j'allais dire, fastidieux de politique publique, où on regarde qu'est-ce que ça fait, quelles exonérations Fillon et machin. Donc, le revenu universel que je propose est le seul qui est aujourd'hui finançable en France. C'est-à-dire que ce n'est pas une idée dans l'abstrait où on va dire financé par une taxe sur les transactions financières ou que sais-je. C'est un truc qui est à l'équilibre, sans toucher le niveau de redistribution actuel. C'est-à-dire qu'on fait ça à finance publique constante, recettes, dépenses constantes, simplement en changeant les tuyaux. Et la manière dont on le finance, c'est pour ça que c'est un impôt négatif, c'est que ce revenu de base, qui est globalement le montant du RSA aujourd'hui, c'est-à-dire 500 €. Dans l'état actuel de l'économie française, on ne peut pas faire plus. 500 €. On le finance par un impôt sur le revenu au premier euro de 30%. Et en fait, vous faites la différence entre les 30% que vous devez à la fin de chaque mois sur vos revenus et les 500 € qu'on vous doit. Et jusqu'à 1 700 €, vous touchez de l'argent. Mais c'est linéaire, c'est-à-dire que là, sur la question des heures sup dans l'entreprise, les heures sup vont forcément apporter plus d'argent. Ça résout le problème de la grande pauvreté, parce que là, c'est automatisé, et vous n'avez plus à attendre 120 jours, comme c'est le cas en moyenne, entre votre demande de RSA et le fait de recevoir de l'argent, en sachant qu'un tiers n'y a pas recours parce que c'est très compliqué, c'est très bureaucratique, ça pose des questions auxquelles les gens ne peuvent pas répondre, on demande des adresses, et souvent ils n'ont pas d'adresse, etc. Deuxièmement, ça résout le problème de tous les gens qui ont des revenus fluctuants, type auto-entrepreneur, parce que c'est quelque chose qui s'adapte immédiatement de mois en mois à la situation de revenu. Troisièmement, ça complète le salaire des travailleurs dits pauvres. Donc tous ces gens qui vont être notamment entre le SMIC et 1 700 € vont immédiatement recevoir quelque chose qui est un peu l'équivalent de la prime d'activité, mais qui justement est automatique et linéaire. Et au-dessus de 1 700 €, c'est-à-dire pour tous les gens qui commencent à gagner leur vie, eh bien c'est juste une autre manière de calculer l'impôt. C'est-à-dire qu'ils vont payer du coup un peu de l'impôt progressivement jusqu'à la limite effectivement des 30%. Globalement, ce n'est pas quelque chose qui va rendre des gens, une catégorie de gens beaucoup plus riches ou d'autres beaucoup plus pauvres. Il va y avoir des effets d'ajustement, mais relativement marginaux. En revanche, ça va complètement changer la manière dont les gens vivent le fait d'être pauvre, le fait d'être multi-actif, le fait d'avoir une lisibilité aussi fiscale qui fait que ce système-là, il met au chômage tous les avocats fiscalistes de France, parce que les flat tax sur l'ensemble des revenus, du capital et du travail, et basta. Et rien que ça, c'est extrêmement libérateur pour la création d'activités. Est-ce que vous seriez partisan d'une liberté d'expression absolue à l'américaine, quitte à revenir sur certaines lois mémorielles comme la loi Guesso ? Alors bon, même aux États-Unis, la liberté d'expression n'est pas absolue, donc c'est normal qu'elle soit bordée. Pour moi, la limite évidente de la liberté d'expression, dans la ligne de John Stuart Mill, c'est l'atteinte directe à autrui, c'est-à-dire pas l'insulte à un groupe de population.
Donc il y a 3 critères qui doivent la restreindre, c'est la diffamation, l'insulte ou l'appel à la violence. Tout le reste, pour moi, doit être du domaine du disciple. Parce que comme le dit John Stuart Mill, on ne peut bien comprendre, une vérité n'a de force que si elle peut être réfutée, que si elle continue à subir l'épreuve de la réfutation et à en triffer. C'est là qu'elle. La vérité non réfutée est un dogme mort, c'est ça? Voilà, exactement. Et donc là, j'ai toujours été vraiment très clair sur cette ligne-là. Et j'avais un cours à Sciences Po qui était un cours avec des étudiants américains, donc qui étaient tous un peu dans les mouvances woke et tout ça. Et je commençais toujours mon cours par le texte de John Stuart Mill, La Liberté, en disant, dans ce cours, on va pouvoir tout dire. Et en fait, ça se passait très bien. Parce qu'une fois que c'est posé comme ça, que le cadre intellectuel est posé, qu'on comprend pourquoi on a le droit de dire des choses horribles à partir du moment où ça fait partie de l'exercice intellectuel, c'est pas forcément parce qu'on y croit, ça doit être dépassionné, mais ça fait partie de la technique de l'argumentation et de la contre-argumentation, et en fait, les gens s'amusent beaucoup. Et donc, je donnais à chaque fois des positions très différentes sur des sujets hyper brutaux, hyper clivants, où je distribuais les positions de manière complètement aléatoire. Toi, tu défends ça, toi, tu défends ça. Où les gens devaient s'exercer à faire des arguments et à défendre des positions qui n'étaient pas les leurs. Et ça, c'est très, très, très instructif pour le débat. Et c'est vraiment le rôle, pour le coup, de l'université et de l'enseignement supérieur. Et donc, évidemment, tout ce qui est aujourd'hui au sein des facultés, tous les mouvements qui tendent pour toutes sortes de raisons, dont certaines d'ailleurs ont une justification sociale valable, mais enfin dont les conséquences sont insupportables. Donc, tout ce qui tend à réduire l'expression est évidemment condamnable. Et peut-être une toute dernière question conclusive rapidement. Laïcité juste rapidement, est-ce que pour vous la loi de 1905 a été écrite dans un esprit libéral? Oui, d'ailleurs Jean Bobéro, qui est un peu ma lecture sur la question de la laïcité, explique bien que la loi de 1905 est une loi libérale. Et c'est une loi libérale justement parce qu'elle sépare totalement la question de l'anticléricalisme, donc la question morale, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ou non encourager le développement de la religiosité dans la société, et la question de la coexistence pacifique des religions dans l'espace public, qui est la question de la loi, la question de l'État. Et ils ont bien dissocié les deux. Il y a eu des débats à l'époque, notamment sur le port de la soutane dans la rue. On disait, on a laïcité, il faudrait interdire la soutane dans la rue. Et donc, on a dit non, parce que on peut être contre la soutane dans la rue, mais considérer que ça doit être légal, parce que précisément, la loi n'a pas à toucher à l'expression de la religion, mais simplement à définir un cadre neutre dans lequel elles peuvent coexister. Donc, ce n'était pas du tout une loi anticléricale. Et aujourd'hui, on instrumentalise la laïcité dans une laïcité de combat, une laïcité positive, et c'est là qu'on commence à faire glisser la laïcité vers l'anticléricalisme. Alors évidemment, l'anticléricalisme destiné aujourd'hui à une autre religion que le catholicisme, et ce glissement-là est pour moi mauvais, parce qu'il ne fait qu'attiser les tensions. Et plus on revient à l'esprit originel de la loi de 1905, mieux on se porte. J'avais été reçu à la mosquée de Mulhouse, qui est An-Nour, qui est censée être une des mosquées qui est souvent dénoncée, d'ailleurs dans votre journal, comme une mosquée qui incite à l'extrémisme, etc. Et en fait, j'ai passé une journée avec les responsables de la mosquée, les imams et tout ça. Et la laïcité, ça leur va très très bien. La loi de 1905, c'est tout ce qu'ils souhaitent. Parce que précisément, ça leur permet de pratiquer la religion dans un cadre neutre. Et en revanche, les lois telles que les lois sur les valeurs de la République, qui sont clairement des lois aiguillonnées contre une certaine religion, ils voient très bien que c'est des lois qui sont en fait une portée anticléricale, qui ne sont pas des lois sur la laïcité. Et évidemment, ça crée ensuite une frustration, une tension, du coup une opposition entre deux groupes et le début de conflits qu'on pourrait parfaitement éviter. Il y a de plus en plus d'intellectuels et d'éditorialistes qui s'engagent en politique. Il y a par exemple Éric Zemmour, même Michel Onfray qui pour l'instant hésite encore un petit peu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, qu'il faut l'encourager ou... Moi je pense que tout citoyen devrait pouvoir s'engager en politique et que ça ne devrait même pas être une question d'engagement politique. Tout citoyen devrait avoir un petit rôle à jouer dans la société. En fait, les citoyens sont très engagés parce qu'ils en discutent constamment de politique. Et c'est dommage qu'il y ait cette barrière tellement épaisse entre en discuter et faire véritablement des propositions et participer au processus électoral.
Et donc plus il y a de citoyens engagés qui peuvent faire de la politique et redonner à la politique ce sens au fond, dire confortable, c'est pas grave, c'est pas une chose qui tout d'un coup vous met en dehors du reste des mortels. De faire de la politique, c'est pas quelque chose qui doit non plus vous conduire à devenir un professionnel de la politique, certainement pas. Et donc plus les citoyens sont au cours de leur vie engagés quelques années, mieux c'est. Très bien. Merci à vous Gaspard Koenig, abonnez-vous à VA+, et lisez Valeurs Actuelles.